Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en première partie, juste avant la pause, on a évoqué la transparence d'un point de vue un peu plus annonceur. Là, on va voir cette fois-ci d'un peu plus le spectre, ou en tout cas la perspective côté éditeur. Mais avant, je voudrais quand même qu'on clarifie un petit peu l'intérêt et l'importance du header bidding, et notamment en quoi le header bidding a permis aux éditeurs d'augmenter leurs revenus. Et je vais commencer par Charles, et ensuite je donnerai la parole aux éditeurs qui ont, si je crois savoir, ont déjà implémenté ce type de système. Charles, est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, bonjour à tous. Donc Charles Emerio, je travaille chez Index Exchange. Donc avant de comprendre pourquoi le revenu en fait il a augmenté, il faut vraiment comprendre comment le produit fonctionne. L'idée c'est que les éditeurs par le passé en fait fonctionnaient avec une waterfall. Donc ils allaient système en cascade. En cascade, exactement. Ils allaient appeler un partenaire programmatique, puis en appeler un deuxième, etc. Et ça fonctionnait par ordre de priorité. Le header bidding, en fait, il va supprimer ces priorités et il va en fait placer l'ensemble de ces exchanges directement dans le header des pages des éditeurs. Et chacun de ces partenaires programmatiques va envoyer un CPM net dans le header qui va ensuite transmettre ces informations à l'ad server. Et donc là, on va vraiment avoir une compétition holistique entre les partenaires programmatiques, mais également la demande qu'il y a dans l'ad server en fonction du setup de l'éditeur, s'il souhaite mettre en compétition avec son direct ou non, ou offrir différents niveaux de priorité. Merci Charles. Vincent, Thibault, votre version du header bidding ? Je n'ai pas d'autre définition de mon côté. Non, mais quand je disais votre version du header bidding, c'est j'allais dire en euros sonnant et trébuchant. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, nous, c'est complètement en phase avec la stratégie qu'on a mis en place depuis désormais 1 an, à savoir de supprimer toutes les cascades, donc les cascades qui existaient en effet dans le modèle, avant, le modèle qui était préalable à celui du header bidding, à savoir qu'on avait également de notre côté une multitude de cascades d'appels pub liées aux différents partenaires de monétisation qu'on avait. Donc nous, l'objectif, c'est de reprendre la main sur la relation qu'on a avec nos audiences et nos partenaires, que ce soit agences et annonceurs, en leur donnant la possibilité d'avoir accès à nos audiences de manière tout à fait simple et transparente. Et donc le header bidding permet de répondre parfaitement à cette problématique-là. Donc supprimer ces cascades d'appels qui, par ailleurs, généraient de la latence. Et donc c'est un point extrêmement important pour nous. Sur les premiers résultats, alors nous, on a une courbe d'expérience entre guillemets relativement limitée, puisqu'on a mis en place ça depuis le début de l'année seulement. On y va étape par étape, c'est-à-dire qu'on a commencé à brancher une, puis une deuxième SSP. On prend le temps de récupérer un maximum d'insights à tout point de vue, d'un point de vue je dirais, du modèle économique, mais également de la performance, puisqu'on est extrêmement sensible à cette web performance et on a replacé l'expérience utilisateur au centre de nos préoccupations, évidemment d'audience, mais également publicitaire. Notamment pour gérer la latence quand tu parles d'expérience utilisateur. Exactement, c'est-à-dire que notre objectif, on avait un travers... Alors juste que j'explique la latence, ce qu'on appelle la latence, c'est le temps de chargement des pages qui a tendance à ralentir dû au fait que l'on implémente beaucoup d'acteurs qui viennent appeler des publicités, entre autres. Exactement. En gros, on s'était retrouvé dans un cercle vicieux, à savoir qu'il y a eu une course effrénée à l'inventaire publicitaire. On a créé artificiellement de l'inventaire publicitaire qui n'était pas forcément de bonne qualité, visible, etc. En multipliant les différents partenaires, que ce soit des partenaires de monétisation ou des cascades d'appels publicitaires. Et le résultat était, au-delà d'un point de vue économique qui était extrêmement discutable, c'est qu'on se retrouvait avec une expérience utilisateur qui était pas bonne, avec un millefeuille publicitaire, donc des formats assez intrusifs, etc. Et au-delà de ça, avec un problème de web performance, c'est-à-dire que le temps de chargement, le temps de buffering des pages était extrêmement important, et donc bien évidemment, les internautes pouvaient changer de site ou de page. Donc nous, notre objectif, c'est en effet de reprendre la main de la relation avec nos audiences, en étant extrêmement sensible à l'expérience utilisateur et en donnant la possibilité aux annonceurs de toucher notre audience de façon simple et transparente. Donc le header bidding y répond favorablement. On a une courbe d'expérience limitée, mais néanmoins on a des signaux extrêmement positifs.
Si je dois prendre 2-3 chiffres, nous, avec tout le travail qu'on a opéré, j'ai communiqué récemment sur ces chiffres, sur l'open auction, on a augmenté la valeur de l'ordre de 30%, qui est liée au header bidding, mais également à d'autres facteurs, qui est la valeur intrinsèque de l'inventaire, c'est-à-dire en mettant en place notamment la technologie du lazy loading, à savoir n'afficher la pub que dès lors qu'elle a une forte probabilité d'être visible. On a perdu d'un côté beaucoup d'inventaire, mais en revanche, on a augmenté de manière sensible la qualité de ces derniers. Sur le header bidding, on constate que nos CPM augmentent de l'ordre de 50 à 100%. Après, sur des volumes qui sont beaucoup plus faibles néanmoins, parce qu'on n'a pas augmenté nos revenus de 100%. Mais néanmoins, on voit les bienfaits de cette compétition, mais cette compétition qui est, je dirais, naturelle est beaucoup plus équitable qu'elle ne l'était dans le passé au travers de cette cascade que vient d'exprimer Charles au préalable. Merci Vincent. Thibault? Non, mais pour appuyer, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Supprimer les passbacks, nous, ça a eu un premier effet hyper positif en termes de volume, parce que chaque passback, c'est de la déperdition d'inventaire qu'on a moins. Il y a un effet positif au niveau de la valeur aussi, quand même, parce que le fait de recevoir la meilleure première enchère de chaque SSP, ça nous a permis, et je confirme, le plus 30% que nous aussi on a observé. Alors, ce que j'explique juste, la notion de première enchère qui est quand même un impact assez important. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps sur le marché du programmatique, il y avait un système qui est employé dans le monde de la finance qu'on appelle le Vickrey Auction. Dans le monde publicitaire, on appelle ça le Second Price Auction, qui veut dire que vous avez un premier enchérisseur qui est prêt à enchérir à 10 et un second qui est prêt à enchérir à 3. Le premier qui était prêt à enchérir à 10 va gagner l'enchère, mais il ne va pas la payer 10, il va la payer 3,1. Et justement, l'arrivée, grâce au header bidding du First Price Auction, a complètement changé la donne sur les valeurs nettes, ce que tu expliquais tout à l'heure, Charles, pardon, fatigué. Donc, le fait d'avoir justement ce changement de paradigme en termes d'arbitrage automatisé, en termes de mise à la disposition des enchères, a fait mécaniquement augmenter les prix, enfin les revenus. Je me suis permis cette petite... permet très bien, Michel. Donc, ça, je dirais que c'est l'effet direct du header bidding. Et nous, on y voit un effet indirect. Je pense que ça a permis aussi de remettre en cause certaines positions de marché au niveau techno, je dirais, arrêter certaines mauvaises pratiques. Peut-être qu'on parlera de buy-side fee tout à l'heure. Et ça, c'est une partie de la valeur qui échappait aux éditeurs, qui était payée par l'annonceur. Et ça, je pense que c'est un plus. Et l'autre effet, moi, je trouve, qui est assez important, dont on parle peu, c'est l'agilité commerciale que ça nous offre derrière. Parce que quand on va voir aujourd'hui un média trader dont le métier n'est pas toujours très facile au quotidien, que ce soit côté annonceur ou côté agence, on a cette possibilité de lui offrir le bon deal ID sur le bon SSP qui correspond à son DSP. Et ça, indirectement, ça nous a permis de regagner de la valeur aussi. Donc, ça veut dire que techniquement, là, il y a une sorte d'accélération de l'information d'un point de vue technique entre le SSP et le DSP, si le SSP est bien connecté à tel DSP, c'est ce que tu veux dire ? Un DSP AppNexus fonctionnera mieux sur un SSP AppNexus, DBM fonctionnera mieux sur ADEX, c'est une réalité aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, l'idée, elle existe, on essaie de s'en affranchir et de proposer la meilleure solution activable pour l'acheteur. Je dirais, c'est lui qui fait la campagne à la fin. Donc nous, ça nous semble important en tout cas. Alors justement, puisqu'on parle d'acheteurs, donc c'est bien, c'est merveilleux, 50%, 100% du CPM en augmentation, 20-30% pour les revenus en moyenne, en tout cas c'est ce qui a été constaté dans certains pays. C'est quoi l'intérêt pour l'annonceur ? Puisque là on annonce des augmentations de prix, donc pour l'annonceur, quel est l'intérêt de ce type de nouvelles mécaniques dans le monde programmatique ? Charles ? Oui, donc en fait, si on regarde ce qui se passait avant, l'acheteur, il allait uniquement avoir accès en fait aux invendus. Il allait être en bas de priorisation de l'ad server. En fonction du SSP sur lequel il allait acheter, il allait peut-être vraiment récupérer les invendus de plusieurs SSP qu'il y avait avant. Pour ne pas dire les invendables. Peut-être. Et donc, que je pique à Vincent Salini, j'ai un autre terme, mais on verra après. Mais c'est un terme de Vincent, effectivement. L'arrivée du header bidding, ça permet à l'acheteur en fait, d'avoir accès à 100% des impressions. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va pouvoir toutes les acheter, mais au moins il va avoir une visibilité sur l'ensemble de l'inventaire de l'éditeur, il va enchérir, et en fonction de son CPM, il va avoir un accès, une priorisation dans l'ad server qui va dépendre de son prix. C'est là où aussi on peut rejoindre le first price auction par rapport au second price.
où au final, un acheteur qui par le passé enchérissait peut-être à 20, allait se faire second pricer à 3, il allait arriver dans l'ad server avec une priorité d'un équivalent à 3 euros. Et qu'aujourd'hui, si, il va plus en fait enchérir par rapport à ce qu'il espère payer en fonction de sa bid reduction, il va vraiment enchérir par rapport à ce qu'il est réellement prêt à payer. Et il va arriver dans l'ad server à ce niveau de priorité. Et ça devient particulièrement important en header bidding quand on va avoir plusieurs exchanges qui vont rentrer en compétition. La bid density dans chaque exchange va être différente. Donc c'est important en fait d'arriver au prix qu'on est prêt à payer et pas au final perdre sa priorité parce qu'en fait il y avait peut-être plus de bid density dans un autre exchange. Et effectivement, ce que tu évoques est important, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on paye cher au niveau programmatique que forcément l'impression est de mauvaise qualité. Souvent, c'est souvent le contraire, parce que la data renforce, enfin une data très rare, renforce l'appétence en tout cas de l'acheteur ou de l'annonceur à acheter un peu plus haut. On a accès en fait aux impressions premium, et si on négocie maintenant un deal ID avec un éditeur, l'éditeur peut très bien en fait mettre ce deal ID au même niveau que ses directs, tout en haut de l'ad server. Parce qu'en fait, on n'est plus cantonné à un niveau de priorité dans l'ad server. La réponse qu'on va envoyer à l'ad server qui contient le CPM, elle peut aussi contenir le deal ID. Et donc, on va envoyer ce deal ID 1, 2, 3 à l'ad server. L'éditeur, lui, a mis en place en fait une priorité très haute pour ce deal 1, 2, 3. Dès qu'il reçoit ce message, il permet d'activer le deal. Donc, en fait, c'est vraiment, pour l'acheteur, c'est une notion d'accès. C'est surtout ça, en fait, l'accès au premium. Vincent ? Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'en effet, le programmatique, c'est historiquement basé sur en effet des inventaires de mauvaise qualité, entre guillemets, ou ceux qui étaient en effet invendus par les différentes régies ou sous-régies ou partenaires divers et variés. Et donc, et notamment avec un modèle d'achat de seconde presse qui pouvait entraîner des pratiques, je dirais, des traders qui étaient parfois pas efficientes pour tous les maillons de la chaîne. Nous, en effet, on pense en effet que c'est une formidable opportunité pour l'offre et la demande de se rencontrer, je dirais, plus naturellement, avec une compétition qui est saine. Et en effet, le mode transactionnel problématique n'est qu'un mode transactionnel. Et aujourd'hui, en effet, nous, on a fait ce travail de premiumisation des inventaires, mais il est valable que ce soit sur le mode du gré à gré, que sur le problématique garantie, private auction, preferred deal, que sais-je. Mais du moins, on a la même promesse. Après, c'est le mode transactionnel qui diffère. Nous, les grandes priorités, ils sont simples. C'est qu'à partir du moment où il y a un engagement respectif côté publisher, côté acheteur, d'acheter un volume, on s'engage à respecter, on serre la main. Donc, ça peut être au travers d'un deal ID en probabilité garantie ou par un bon vieux ordre d'insertion signé et envoyé par fax ou par mail. Il y a un engagement respectif. Donc là, c'est libre aux vendeurs de respecter ces engagements et donc en effet de mettre un rang de priorité supérieur. À partir du moment où il n'y a pas ces engagements respectifs, là, on se retrouve dans une vraie compétition qui est extrêmement saine entre tous les acteurs. Et en effet, si à un instant T, le contexte, l'audience est recherché et souhaité par l'acheteur et que l'offre et la demande se rencontrent naturellement, tous les maillons de la chaîne sont bénéficiaires. Donc nous, on est extrêmement favorable là-dessus. On est aussi vigilant, c'est-à-dire que, et encore une fois, on a une courbe d'expérience qui est relativement limitée. On pense qu'il y a d'excellentes vertus. Après, tu citais en préambule le nombre d'acteurs. Nous, on en a plugué certains. On est extrêmement vigilant sur les conséquences et les effets de bord qu'on peut avoir, notamment, en effet, le fait d'être branché sur les headers, de ces temps de latence, etc. Donc, il faut qu'on soit également vigilant. On a une courbe d'expérience qui est limitée. Les signaux, en tout cas, sont positifs sur l'ensemble des maillons de la chaîne. Ça, à date, c'est le cas. Après, il faut voir dans le futur ce qu'il advient. Rendez-vous l'année prochaine. Thibaut ? Non, mais tout a été dit, donc réconciliation de l'offre et la demande, meilleur accès aux inventaires, c'est le point primordial, je pense, pour les annonceurs. Et encore une fois, agilité et souplesse, il y a un phénomène qui est que beaucoup d'annonceurs ont leur propre site ID ou siège aujourd'hui. Via le header bidding, côté éditeur, on est contraint et forcé d'utiliser plusieurs SSP et à leur proposer le bon SSP sur le DSP qu'ils souhaitent utiliser. Donc voilà, je ne dis rien de plus. Alors, il nous reste très peu de temps. Tout à l'heure, il va être question de programmatique sur la télévision. Donc, ça fait penser, bien sûr, à la vidéo. Sylvia Tassan est ici, présente pour prendre la parole tout à l'heure sur ce sujet de la télévision programmatique. Mais derrière ce préambule que je fais, la question est, est-ce que le header bidding est accessible, exploitable sur tout type de format ? Alors, tout type de format presque. Seul en fait, le milieu applicatif
va être à part, parce que c'est vrai que sur une app, il n'y a pas de header, donc on peut pas effectuer de header bidding là-dedans. En revanche, on peut très bien le faire, donc tous les formats display, mobile web, on peut le faire sur du native, exactement de la même manière. Ça va être un peu différent sur la partie vidéo. On peut faire du header bidding en vidéo, mais l'intégration va se faire dans le player. Je ne vais pas rentrer dans la partie technique, mais c'est quelque chose à l'heure actuelle qui est possible. Et donc, c'est un marché qui demande forcément un peu à évoluer. La vidéo à l'heure actuelle, c'est quand même énormément de private marketplace. Et justement, comme l'a dit Thibaut auparavant, il faut choisir les exchanges qui vont être bien connectés avec les bons DSP pour pouvoir avoir accès à cette demande vidéo en header bidding. Moi, je rebondis parce que la vidéo, forcément, c'est un sujet qui nous passionne un peu. Nous, on a une courbe d'expérience sur le programmatique, c'est-à-dire qu'on s'est lancé sur le header bidding, en avril 2016. Ça a été pleinement effectif et efficient en début d'année 2017. Donc, c'est quand même 6 à 8 mois d'intégration. Alors, on était sur une techno open source. On connaît les complexités de la vidéo. C'est pour ça que je nuance un petit peu tous les articles qu'on peut lire aujourd'hui. Donc, nous, on ira, on testera, c'est une certitude. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même besoin, M6, d'être rassuré si demain on doit faire du header bidding sur Sysplay. Et je pense qu'on ira d'abord sur nos environnements Web TV. Donc, c'est fonctionnel, ça marche très bien sur tout ce qui est desktop, web mobile. Ça commence à marcher en serveur to serveur. Nous, on lance Cuisine AZ là aujourd'hui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la vidéo, soyons peut-être aussi un petit peu prudents. Après, Charles, je suis sûr que tu sauras nous convaincre d'y aller. Voilà, ça prendra moins de 6-8 mois avec Index, si tu veux. Très bien. C'est déjà la fin. En tous les cas, je voulais vous remercier pour la qualité de nos échanges. Je voulais également terminer par un autre mot que je vais te piquer, Vincent, à savoir la souveraineté des éditeurs. Ce qui est assez intéressant avec justement l'arrivée du header bidding, c'est une vraie prise en main par l'éditeur de l'optimisation des revenus, du contrôle de ses prix. Tu as parlé tout à l'heure d'un écrémage par rapport à un certain nombre de tes partenaires historiques de monétisation, des intermédiaires, et que en gros, on va dire que le header bidding a un petit peu accéléré cette quête de souveraineté si chère à toi, Vincent Salini, mais je pense chère à l'ensemble des éditeurs qui sont peut-être dans la salle. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention et peut-être à bientôt. Au revoir. Merci.